Ejército de Alemania. Primero de España. Decía reinó sobre un imperio donde el sol donde nunca se pone el sol. Donc, Charles Ier, donc d'Espagne, tu fais, Betty. Bah, je joue. Ouais. Donc le siècle d'or, est une période qui s'étend du XVIe au XVIIe siècle. C'est une période qui se caractérise par un rayonnement qui se caractérise par un rayonnement culturel. Le siècle d'or débute lorsque Charles Ier d'Espagne accède au trône d'Espagne en 1516. L'ascension au pouvoir de Charles Ier au trône d'Espagne en 1516 renvoie de façon plus générale à l'ascension au pouvoir des Habsbourg et donc de la maison d'Austrie. Charles Ier est le fils de Philippe Ier le Beau et de Jeanne Ier de Castille, connue plus communément sous le nom de Jeanne la Folle. Charles Ier est le petit-fils par voie paternelle de l'empereur Maximilien Ier d'Habsbourg et de Maria de Borgogne, desquels il va hériter l'archiduc d'Austrie et le patrimoine
de Bourgogne, le territoire de Bourgogne, Bourgogne. Bourguignon. Et le donc, patrimoine bourguignon. Il est le petit-fils, par voie maternelle, des rois catholiques, Isabelle Ier de Castille et Ferdinand II d'Aragon, desquels il hérite la Castille, qui exerçait un pouvoir sur la Navarre et sur les Indes occidentales, et le royaume d'Aragon, qui comprenait la couronne d'Aragon, qui comprenait les royaumes de Sicile, de Naples, donc de Naples, de Sicile, de la Sardaigne, de Valence, de Majorque et du comté de Barcelone. Charles Ier est donc à la tête d'un immense territoire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il dira être à la tête d'un empire où le soleil ne se couche jamais. Charles Ier est né en 1500. Il a été éduqué à la cour flamande. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsqu'il arrive en Espagne, en 1516, il va être confronté à de nombreuses tensions, notamment parce qu'il ne maîtrise pas correctement l'espagnol dans un premier temps, et d'autre part parce qu'il va octroyer les postes les plus importants de la cour et de l'Église à des conseillers étrangers, comme par exemple Guillermo de Croix ou encore Adriano de Utrecht. Il devient en 1519 empereur, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui regroupe presque l'entièreté du monde. Charles Ier est à la tête d'un empire d'une ampleur inimaginable. En 1519, il devient donc empereur, et ce jusqu'en 1556, puisque usé par ses voyages, par ses conquêtes, par ses maladies, et notamment ses phlébites, il va abdiquer au profit de son fils Philippe II, roi d'Espagne de 1556 à 1598. Charles Ier devient donc roi à l'âge de 16 ans. Et dès l'année suivante, en 1517, il va être confronté à l'émergence du protestantisme. En effet, en 1517, Luther, à l'origine de la seconde séparation du christianisme entre protestants et catholiques, va publier 95 thèses dans lesquelles il va dénoncer les abus et les pratiques de l'Église catholique. Il y a donc chez Luther une volonté de critiquer les abus commis par l'Église catholique, mais
de créer une réforme pour en finir avec ces pratiques. On voit donc apparaître deux courants en Europe. Les protestants qui vont suivre la réforme pensée pensée par Luther, et les catholiques qui vont, quant à eux, suivre la contre-réforme. Cette contre-réforme va être adoptée par, cet esprit de contre-réforme va être adopté par Charles Ier de Castille, bien évidemment, mais aussi par Philippe II, lesquels vont interdire la diffusion des idées et des livres protestants en Espagne. Le pouvoir de Charles Ier, lequel va régner 40 ans, de 1516 à 1556, va être affaibli suite à cette réforme, suite à la réforme de Luther. En effet, Charles Ier de Castille, d'Espagne, qui est l'image même de la pureté catholique, chrétienne, catholique, va convoquer la Cortes pour que soit voté un nouvel impôt, le service, el servicio. Les Espagnols vont refuser, vont réagir de façon virulente à l'annonce de ce nouvel impôt, parce qu'ils considèrent que le roi n'étant presque jamais présent en Espagne, parce qu'ils considèrent que le roi n'étant jamais présent en Espagne, ils ne doivent en aucun cas lui donner, lui payer, lui donner, ne doivent en aucun cas payer un impôt pour la couronne. Charles Ier va donc se rendre à Saragosse, puis à Saragosse, puis à Saragosse, puis en Aragon. En Aragon. Mais il va devoir faire très rapidement demi-tour et se rendre en Allemagne, qui appartenait à cette époque au Saint-Empire romain germanique, parce que son grand-père, l'empereur Maximiliano Ier d'Habsbourg, venait tout juste de mourir en 1519. La mort de l'empereur Maximiliano I d'Habsbourg va affaiblir le pouvoir de Charles Ier, puisque
puisqu'il va, demander aux différents États de la péninsule de l'argent pour financer sa campagne pour devenir empereur. Les Espagnols vont refuser, vont s'y opposer parce qu'ils ne s'intéressent en aucun cas aux actions, aux affaires politiques étrangères et encore moins aux affaires qui viennent, aux affaires étrangères lointaines. On voit donc apparaître los comuneros qui vont protéger le bien commun, le bien espagnol. On voit donc apparaître deux camps qui vont s'opposer dans de nombreux conflits. Ceux qui défendent le roi et qui donc défendent l'exportation de la laine, et ceux qui comme les artisans, la bourgeoisie locale qui a des intérêts locaux, la petite noblesse et certains ecclésiastiques, vont préférer favoriser la production la production locale. La production locale. Los comuneros vont donc créer la junta social, non, la junta santa, qui va regrouper los comuneros, qui va officiellement mettre en évidence ses attentes. Les aspirations de los comuneros sont nombreuses. On peut notamment dire qu'ils souhaitent que donc ils exigent le retrait des impôts approuvés par las Cortes, le respect des lois du royaume et le départ des conseillers flamands. La guerre des communautés explose de 1520 à 1521. Los comuneros vont même jusqu'à demander à la reine,
Juana la Loca, qui est encore vivante, mais qui n'a pas toutes ses capacités pour pouvoir gouverner dans quel camp elle est. Elle est, semble-t-il, du camp du roi Charles Ier de Castille, puisqu'il s'agit de son fils. Bien que los comuneros aient gagné des conflits, et notamment suite au soulèvement en Castille des villes de Tolède, Burgos, Valencia, Segovia, Zamora, Valladolid, Ávila, los comuneros donc, vont perdre la bataille, le combat lors de la bataille de Villalar le 23 avril 1521. Les chefs de l'insurrection les chefs donc des soulèvements lesquels appartenaient à la Junta Santa, dès qu'elles furent tuées, furent exécutées par le garroté. Par le garroté vil. Juan de Padilla, Toledo, Juan de Padilla, Toledo, Pedro Maldonado, Salamanca et Juan Bravo, Segovia, furent tués le jour suivant. Non, c'est un peu chaud, non, là, voilà, viens là, voilà. Donc, Juan de Padilla, Toledo, Pedro Maldonado, Salamanca y Bravo, Segovia, la guerra de las comunidades. Guerra de las comunidades, el movimiento comunero, también llamado Guerra de las Comunidades, se produjo en Castilla en 1520, poco tiempo después de la llegada del rey Carlos I a la
península ibérica en 1516. Esta rebelión de los comuneros fue protagonizada por algunas ciudades castellanas siendo encabezadas por Toledo. En esta entrada se realiza una extensa descripción de la revuelta de las comunidades, analizando principalmente las causas que llevaron a él. Antecedentes: el descontento castellano hacia el rey extranjero. El rey sería el que sería Carlos I de España y V de Alemania. Nació en 1500 en Gand. La educación de Carlos fue borgoñona y había sido dirigida por el aristócrata borgoñón Guillaume de Croix, señor de Chevre. En 1516 muere Fernando de Aragón y Carlos se convierte en rey de España. En 1516, aún siendo regente el cardenal Cisneros, donc el cardenal Cisneros qui dirigeait Cisneros. El cardenal Cisneros, 1512, proceso de los moriscos de Granada. Ya empezaron a otorgarse una serie de cargos importantes a flamencos del círculo del monarca, al tiempo que se enviaba dinero español a Bruselas para financiar a la corte de Borgoña. Todo ello provocó recelos en la corte castellana, ya que los nobles veían disminuidos sus privilegios y acceso al poder, sin menoscabar la herida en el orgullo de los privilegiados castellanos, al ver que los puestos que ellos consideraban suyos eran dados a extranjeros. Por otro lado, las ciudades castellanas también estaban dispuestas a defender sus privilegios. Eran muchos los que en España preferían al hermano menor de Carlos, el infante Fernando, que había sido educado en España y gozaba de la popularidad frente a un rey extranjero. Para entender con un ejemplo el sentir de los castellanos, el propio Consejo de Castilla se opondría a la idea de que Carlos adoptara el título de rey en vida de su madre Juana, que estaba recluida en Tordesillas, y solo cedió porque no pudo evitarlo. A la llegada del rey a España, el 18 de septiembre de 1517, los borgoñones habían triunfado en la lucha por el control del monarca, obteniendo los privilegios más valiosos y siendo los principales consejeros de Carlos. Chevre mantenía alejados de su monarca a los castellanos, que veían como los cargos y el dinero era para unos extranjeros que no se preocupaban de los problemas de España. La sustitución en el puesto del canciller Sauvager, fallecido en 1518 por el piemontés Mercurino de Gattinara, defensor de la idea imperial, fue otra causa de resentimiento entre los castellanos. Las convocatorias de cortes y la elección imperial. Una vez en España, Carlos debía de ser reconocida formalmente como rey en las distintas cortes del reino. Ciertamente Carlos juró respetar las leyes de Castilla,
Pero el hecho de que las Cortes le concedieran un subsidio de 700.000 ducados para 3 años sin ningún tipo de condiciones demostró que no tenían medios suficientes para plantear una resistencia constitucional y constituyó una nueva victoria de los Borgoñones. Las Cortes de Zaragoza 1518. En Aragón, las Cortes parecían En Aragón las Cortes parecían menos dispuestas que los castellanos a reconocer al rey en vida de su madre Juana. En Aragón existían algunos que venían en el infante Fernando una respuesta a sus expectativas. Carlos ya había enviado a su popular hermano a los Países Bajos, pero las Cortes aragonesas solicitaban que al tiempo que juraban a Carlos como rey, debían jurar también a Fernando como príncipe heredero. Esa sugerencia provocó algunos enfrentamientos y las Cortes se alargaron en el tiempo. Solo en enero de 1519, las Cortes de Aragón reunidas en Zaragoza reconocieron a Carlos como rey conjuntamente con su madre y votaron un subsidio de 2.000 ducados. Tampoco en Aragón había sido fácil para Carlos. La elección imperia. De Aragón pasó a Cataluña, donde las negociaciones se tornaron más largas y duras, a la vez que se plantearon objeciones a sus consejeros flamencos y se produjeron sobre cuestiones de dinero. Pero en junio de 1519, en Barcelona, Carlos I recibió la noticia de que había sido elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que era un éxito para él, ya que consideraba que el título imperial le correspondía por derecho. Aunque, si bien es cierto que algunos españoles comprendían las posibilidades que abría el título imperial de Carlos I, no satisfacía ni impresionaba a la mayoría de súbditos españoles. Estos deseaban un monarca propio y no compartiera un emperador extranjero. El resentimiento hacia Carlos y el partido borgoñón se iba haciendo más fuerte y permanente. Hacia el levantamiento, Cortés
de Santiago y La Coruña, 1520. Estos resentimientos eran cada vez más intensos y se empezaron a manifestar especialmente en Castilla, donde la hostilidad al nuevo rey, a sus ministros y a su política adoptó la forma de una oposición colectiva con base en las ciudades y encabezada por Toledo. Para preparar la coronación imperial, obtener el dinero y embarcarse hacia Flandes, Carlos I retornó de Barcelona a Castilla y convocó de nuevo Cortes, que se reunieron en Santiago de Compostela en marzo de 1520. Los representantes de Toledo no acudieron a estas cortes y las restantes ciudades intentaron dar a sus procuradores instrucciones precisas. Hay que indicar que en las cortes castellanas se reunían los procuradores de diversas ciudades a diferentes